Est-ce que tu sais si ce colloque qui a eu lieu a suscité, par rapport à la question du réchauffement climatique, justement une prise en considération des études concernant le Soleil par les Alors, il Russes? y a un intervenant qui est intervenu sur c'est un Américain, je crois, qui est intervenu sur les rayons cosmiques en faisant la démonstration historique, en reprenant des données. Il n'était pas simplement sur une approche théorique, il n'était pas simplement sur des mesures d'aujourd'hui. Il a croisé des données entre les températures et les mesures qui ont été faites de rayonnement cosmique en montrant qu'il y avait des corrélations sur du moyen terme, c'est-à-dire sur au moins 30 ou 50 ans de données dont il disposait. Je me réfère parce qu'on a fait un petit compte-rendu à la fin de la revue, donc je me réfère à celle-ci quelques instants pour vous dire la chose correctement. Ploum ploum. Alors, voilà. Donc pour Lev Dorman, l'analyse du climat, c'est un physicien spécialiste des rayons cosmiques, l'analyse du climat sur 5 siècles démontre que le principal facteur de changement climatique ne serait pas sur Terre mais dans l'espace. Il s'agirait des rayons cosmiques responsables selon lui du changement de la couche d'ozone et des éruptions solaires. Voilà. Donc c'est parce qu'en fait, si vous voulez, soit on raisonne les choses comme étant des systèmes fermés, qui sont isolés d'une influence extérieure, soit on les considère comme des systèmes ouverts. Et donc il est très probable, et moi je suis plutôt dans cette école-là en tout cas, que donc on peut envisager le système solaire comme un système ouvert qui est influencé avec des choses qui se passent dans l'espace extérieur, loin de nous. Et donc on appelle ça un trou noir, qu'on appelle ça une explosion stellaire, qu'on appelle ça des pulsars, enfin il y a plein de choses qui se passent autour de nous. C'est un peu turbulent dans l'environnement. Et on a donc un phénomène en particulier, celui des rayons cosmiques, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle les astroparticules. J'en parle un peu dans Électroculture Énergie Libre, de cette catégorie de phénomènes. Donc les rayons cosmiques, c'est des particules à très haute énergie, très haute vélocité, très puissantes, qui déboulent et qui sont projetées par les étoiles. Et donc on a une partie des rayons cosmiques qui viennent frapper la Terre, qui viennent du Soleil, un petit peu, et on en a pas mal, et tout le reste vient des autres étoiles. On en a à peu près 200 par mètre carré par seconde qui frappent la surface de la Terre, et donc les particules, plus elles sont énergétiques, plus elles sont rares, entre guillemets. Et les plus énergétiques, c'est un peu la force d'une balle de tennis d'environ qui vient frapper le sol à 200 km/h. Donc ça veut pas dire que ça va faire des trous, c'est juste que ça arrive à très grande vitesse, et que donc quand ça pénètre l'atmosphère terrestre, ça percute des atomes gazeux qui sont en suspension dans l'atmosphère, et ça fabrique des réactions en chaîne au niveau des gerbes de particules à l'échelle de l'atmosphère terrestre, et ça fabrique des ions positifs, des ions négatifs, etc. etc. D'où la construction des nuages, peut-être. Exactement, et aussi de la ionosphère, des choses comme ça. Et puis après les orages, enfin bon, c'est magnifique, hein, Voilà. la nature est bien faite, hein. Ouais, ouais. Donc, garde ça en mémoire, puisque j'invite les auditeurs à suivre l'histoire que tu es en train de nous conter, et toujours à travers le magazine, je ne sais pas si finalement on On l'appelle appelle ça une magazine, revue, on va dire que c'est une revue, ouais. la revue Orbs, ORBS, l'autre planète, donc le numéro 0 qui vient de sortir. La roue du temps, là forcément, puisqu'on parle des cycles avec les Russes qui, eux, ont cette conception-là, non linéaire mais cyclique, un article que tu as eu l'occasion d'aborder avec Majid Abdi Oui. sur le calendrier, les calendriers à travers le monde, les différentes ères, cultures, parce que les cycles sont partout en fait. Il y a apparemment que nous, en Europe, voire aux États-Unis, avec notre culture judéo-chrétienne, où nous voyons le temps d'une manière linéaire, mais pourtant, à travers toutes les cultures, le temps a une périodicité cyclique. Oui, il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, il y a aujourd'hui à peu près 43 systèmes temporels différents qui sont utilisés. Aujourd'hui, on a 43 façons différentes de calculer le temps à travers le monde. Alors là, Alors, parfois, c'est pas dans rien, des hein. petits groupes, parfois, c'est des calendriers qui sont encore en usage aujourd'hui. Ou en tout cas, donc un calendrier, c'est une façon de décomposer le temps. Et donc, on a 43 façons différentes de parler du temps, de décrire le temps, en usage à travers le monde et à travers les continents. Après, ce qu'il y a, c'est que quand on rentre un peu plus dans le côté structurel des calendriers, on va avoir des calendriers qui sont fondés sur la Lune, on va appeler ça des calendriers lunaires, d'autres qui utilisent comme référentiel le Soleil, c'est des calendriers solaires. Et puis on va avoir des mix qui sont des calendriers lunisolaires. Donc quand c'est lunaire, il y a 13 mois, quand c'est solaire, il y a 12 mois,
grosso modo. Et puis donc, mais au-delà de ça, on a par exemple la culture indienne qui voit les choses en cycle. Et notamment, ils ont une décomposition du temps qui est assez hallucinante. Il y a la respiration de Brahma, qui est un truc qui dure 100 000 ans, quoi, grosso modo. Donc un inspire, un expire, et même plus que ça, éventuellement. Je crois qu'il y a plusieurs milliards d'années. Et bref, il y a cette idée que à chaque moment qu'il est au terme de l'expire ou au terme de l'inspire, hop, il y a la renaissance du monde. Et dans l'infiniment petit de l'autre côté, ils descendent jusqu'au millième ou au 10 millionième de seconde dans leur décomposition du temps. Et à chaque fois, c'est des termes indiens bien particuliers. Il y avait bien sûr les calendriers mayas, il y a les calendriers runiques qui sont faits à partir d'encoches, qui étaient utilisés en Europe du Nord, et qui sont faits avec des planches en bois où on a fait des encoches et des signes runiques dessus. Donc tout ça, on a fait, plutôt que de faire un texte un peu savant et érudit sur le sujet, on a préféré faire un cahier photo qui montre ces objets faits par différentes cultures, avec des légendes à côté. On a préféré faire un cahier photo de façon à ce qu'on voit ces façons de se représenter le temps qu'ont certaines cultures, et qui du coup, cette façon de se représenter le temps est à l'origine d'objets artisanaux, d'un artisanat temporel, de calendrier, dans ces cultures-là. Et après qu'on parle de l'alphabet pas de l'alphabet, du calendrier hébreu ou du calendrier musulman. Et voilà, il y a vraiment donc beaucoup de façons différentes de se représenter le temps en fonction des cultures. Et en même temps, il y a tout est cycle, des titres concernant les différents calendriers. J'ai retrouvé les valeurs que j'évoquais là. Donc un jour de Brahma représente 1000 Maha-Yuga, c'est-à-dire 4,32 milliards d'années terrestres. Et une heure de Brahma équivaut ainsi à 360 millions d'années terrestres, et une seconde, 100 000 années terrestres. Voilà un peu les espèces d'infiniment grands et d'infiniment petits. Et donc qui sont décrits dans la tradition védique, quoi. Les différents âges avec le Kali Yuga, l'âge de fer, le dernier des 4 âges de la Terre qui dure 432 000 ans, presque 1,5 million d'années. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, d'approfondir personnellement tout ce qui avait trait au cycle, et pourquoi les cycles, en tout cas la vision du temps, nous ramène forcément, là aussi tout à l'heure on parlait avec Michel Dutrisquel, on peut aussi voir la notion de labyrinthe, on peut y voir la notion de vortex, et ça c'est à travers ton livre L'énergie secrète de l'univers. L'univers dans son entier représente souvent cette forme donc cyclique d'une manière générale. Est-ce que pour toi c'est une évidence, et comment est-ce que tu envisagerais la notion du temps ? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a l'univers qui est en mouvement, et après ce mouvement semble répondre à des règles. Et alors, c'est vrai que sur l'histoire des vortex, c'est le fait que ça fasse une forme de tourbillon. On a des galaxies qu'on appelle spiralées qui forment des tourbillons. On a l'eau qui va fabriquer des tourbillons. On a aussi les flux aériens ou des courants marins qui forment des tourbillons. On peut éventuellement envisager le mouvement des planètes autour du Soleil comme formant des tourbillons. Et puis on a aussi le Soleil lui-même qui tourne dans le cosmos autour d'un centre galactique, etc., etc. Donc on est dans des tourbillons, de tourbillons, de tourbillons, de tourbillons. Donc voilà, donc il y a une espèce comme ça de grande danse qui est en place. Et c'est assez intéressant parce que cette notion de danse, c'est aussi présent dans des traditions comme la tradition védique. Il n'y a pas que celle-ci, mais en tout cas c'est celle-ci qui l'a le plus explicitement théorisé, quoi, puisqu'on est avec le danseur créateur du monde, donc il est en train de danser, et à chaque fois qu'il fait un pas, il écrase le monde d'avant, et en même temps il y a un nouveau monde qui émerge, et voilà, donc il est en train de danser, il danse la vie, et c'est la danse de la création et de la destruction simultanément, etc. etc. À titre personnel, je ne me suis pas lancé dans des explorations métaphysiques autour de tout ça pour l'instant. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en train de m'intéresser à tout ce qui est chronobiologie, à tout ce qui est rythme du vivant, et notamment à tout ce qui concerne les différents taux de renouvellement de nos différentes cellules. Parce que c'est assez intéressant si on croise ces aspects-là avec la notion d'information.
puisque donc on va avoir, si on le prend avec des termes un peu techno, si chaque cellule ou un organe peut être vu comme un disque dur qui stocke de l'information, donc si ce disque dur est en mesure de se réparer ou de se renouveler, donc peut-être que nous sommes en mesure aussi de renouveler l'information présente à l'intérieur, ou en tout cas d'effacer d'anciennes informations. On a à la fois le phénomène de stocker des informations, donc de les recevoir et de les accumuler, et simultanément, éventuellement, de faire le ménage et de nettoyer les informations et d'effacer des informations. Donc il y a des choses comme ça autour de la notion d'information, et le travail de Montagnier nous montre que cette information peut prendre la forme d'une énergie électromagnétique. Donc ça veut dire que il se passe des choses, que ce soit quand on s'expose à la lumière naturelle ou que ce soit quand on s'expose avec un téléphone mobile pendant 45 minutes d'affilée collé à l'oreille, ou éventuellement quand on passe bien sûr entre les mains d'une machine de médecine électromagnétique pendant un quart d'heure. Bref, nous sommes un système ouvert, exposé à des forces autour de nous, qui nous traversent, mais surtout qui nous structurent. Et donc par rapport à ça, en tout cas moi c'est ce que je pose à mon échelle d'être humain et de journaliste, et ça commence peut-être à répondre à la question que tu voulais me poser en fin d'émission. Moi, je trouve ça assez passionnant, voire assez magnifique. C'est que ça nous donne des capacités de responsabilité, ça nous donne en tout cas une responsabilité nouvelle. C'est-à-dire que chaque chose que nous faisons est susceptible à une importance, à une influence. Je fais un mouvement avec le bras, j'ai une certaine pensée, ça génère une force, que ce soit une force mécanique, une force électromagnétique, qui structure des choses autour de moi. Ça va structurer l'attitude d'un animal à mon égard, ça va structurer éventuellement ce qui se passe du côté d'une plante ou du côté des molécules d'eau qui sont autour de moi. Mais c'est surtout que, à chaque instant, je suis donc en mesure, par rapport à l'action que je mène, d'influencer mon environnement. Et donc automatiquement, être en pleine conscience de cela, dans le pouvoir politique que ça suppose, ça ouvre des perspectives excellentes, à mon sens, vraiment novatrices et surtout responsabilisantes. Ça nous fait grandir que d'appréhender les choses ainsi, de se dire que à chaque instant, chacun de nos gestes ou chacune des énergies électromagnétiques qui résultent de notre état intérieur, de notre métabolisme, de ce que nous mangeons, de ce que nous digérons, de ce que nous exprimons, de ce que nous disons, que ce soit de façon non verbale ou verbale, n'est pas neutre, a une incidence sur notre environnement, et donc nous sommes responsables ou co-responsables de ce qui se passe autour de nous. Et ça, moi je trouve ça, c'est en tout cas un horizon politique qui me semble fondamental. Le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Maxence Laillé, aujourd'hui notre invité pour ce livre, notamment avec Roland Verlaine, Électroculture et énergie libre. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, ou alors cette revue, L'Autre Planète, Orps, que vous pouvez trouver en allant via le site internet www.orbs.fr. Autre élément, puisqu'on est toujours dans les ondes, l'information. Lorsque tu as abordé tout à l'heure l'énergie, ou les énergies que peut développer le Sensora, la symphonie de la lumière, j'aimerais qu'on y revienne parce qu'il est intéressant de constater que, à l'image de ce que tu viens de nous dire, tout ce qui nous entoure nous influence. Qu'on en soit conscient ou pas, en tout cas, il y a cette notion... Et donc nous avons le pouvoir d'influencer tout ce qui nous entoure. D'unicité, donc, qui pourrait découler de cette vision du monde. L'unicité ou le continuum, c'est-à-dire que nous sommes... continuité. Voilà, nous sommes en relation avec l'environnement, et l'environnement est en relation avec nous. Et ça, effectivement, c'est assez troublant de voir comment aussi ça fait écho avec des traditions, quoi. Sur la fameuse... Enfin, en tout cas, ce que certaines traditions peuvent dire sur la notion du microcosme, macrocosme, etc. etc. Tout à l'heure, donc, on parlait des champs de force, des ondes de forme, plutôt avec Michel et son Triskel. Lorsqu'on aborde justement la Sensora, là aussi, donc pour toi, c'est une certitude. Quand je dis ça, ça peut paraître grotesque, hein. Tu vas me dire, bah oui, c'est une évidence, plus c'est mon domaine. Si je pose la question, c'est que des documentaires, en l'occurrence que j'ai eu l'occasion de voir, tu vas me dire, c'est pas une référence, mais je cite quand même parce que ce qui est distillé dans nos esprits, c'est ce qu'on voit généralement à la télévision, et un documentaire paru sur M6 ou une autre chaîne du même acabit mettait en avant donc ces différents thérapeutes
qui utilisent la lumière, avec notamment les différents filtres chromatiques qui peuvent exister pour, on va dire, harmoniser certaines énergies à travers donc nos différents corps énergétiques. Et la manière dont le documentaire était abordé de la part du narrateur était un peu folklorique, un peu amusée, mais pas du tout sérieuse. Alors que celui ou celle qui était interviewé pour exprimer la manière dont il abordait la thérapie via les différentes couleurs était très sérieuse, elle. Mais vu qu'on n'en entend pas parler, ça paraît un peu saugrenu. Or, avec le Sensora, donc, qu'est-ce qu'il en est? Dans quelle mesure, finalement, des formes, des ondes de forme peuvent nous influencer? Dans quelle mesure des couleurs peuvent nous influencer? La durée de ces couleurs, s'il y a de la pulsation dans ces couleurs, ou alors si elle est en continu. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aborder tous ces différents domaines et de nous en dire ce que tu veux bien nous en dire, ou de ce que tu as retenu? Spécifiquement par rapport au Sensora ou par rapport à la médecine électromagnétique ou aux médecines de couleurs, sur les couleurs en général? Sensora, je te laisse digresser comme bon te semble en fonction de ce que tu estimes nécessaire de vouloir nous dire. Je vais te répondre de deux façons par rapport à ça. La première, c'est que dire aujourd'hui que on peut effectivement le prendre à la légère ou par-dessus la jambe, ces sujets-là, on a le droit, il peut y avoir un traitement léger de ces sujets, ça peut se faire, quoi. C'est tolérable ou c'est acceptable, à mon sens. En revanche, ce qui est certain, c'est que dire que ça n'existe pas, c'est juste être super mal informé par rapport à la quantité de documentation scientifique qui existe et d'articles scientifiques et parus dans des revues à comité de lecture, etc. etc. C'est-à-dire que c'est depuis les années 99, par exemple, que la NASA a identifié qu'une certaine fréquence infrarouge envoyée sur une portion du bras où il y a une écorchure va accélérer la cicatrisation des tissus. Et puis là maintenant on a mis en évidence par exemple une protéine qui s'appelle le cytochrome C, qui est présent dans des cellules, qui contient un atome de fer au milieu. Le fer, ça rayonne du rouge, entre guillemets. C'est ce que la tradition va dire, mais c'est aussi ce qu'on a mis en évidence au niveau des microscopes électroniques. Et puis c'est pour ça que les globules rouges sont rouges, c'est parce qu'ils contiennent du fer à l'intérieur. Et ça participe aux mitochondries. Les mitochondries, c'est un peu l'usine à fabriquer de l'énergie dans nos cellules, quoi. Donc il y a toute une chaîne de choses qui se passent. On arrive de mieux en mieux à identifier ce qui se passe d'un point de vue biologie moléculaire. Voilà. Donc ceux qui peuvent se gausser, sous-entendu ça n'existe pas et c'est des doux dingues, ils sont juste très mal informés. Ça, c'est un premier aspect. Mais moi, je vais aller au-delà, ou en tout cas, j'invite à aller au-delà. C'est que c'est pas tant qu'on doit se réjouir, ou en tout cas se féliciter d'avoir satisfaction par rapport au fait que les thérapies énergétiques ou que la médecine par la lumière ou les couleurs vont avoir un effet sur le corps et c'est génial et super et ainsi de suite. C'est au contraire, il faut les regarder en face. C'est-à-dire que si on le fait mal, ça fout le bazar. C'est-à-dire que c'est une vraie capacité à déstructurer le corps, ou en tout cas à perturber le fonctionnement sain de l'organisme aussi. De la même façon que si on prend des médicaments n'importe comment, on se dérègle. Faire des thérapies énergétiques n'importe comment ou avec n'importe qui, ça nous dérègle. Après, dans certains contextes, on peut même appeler ça des envoûtements. Mais ça, c'est un autre contexte. Okay, mais donc, il faut bien avoir conscience de ça. Si ça marche et si ça a un effet, eh ben, l'effet peut être négatif. Donc, du coup, soyons responsables, soyons lucides, soyons conscients. Ayons conscience de la portée de ces techniques et de ces ondes et ces rayonnements. C'est exactement la même chose que si on va au soleil et qu'on reste trop longtemps, on se prend un coup de soleil. Voilà. Donc une même énergie, un même rayonnement, ça peut être très bien à court terme ou à moyen terme, ou même on va dire en fonction des personnes, puisqu'il y a des personnes, elles font 5 minutes au soleil, à 9h du mat, elles sortent, elles ont une irritation cutanée et elles sont roses pendant 15 jours, et d'autres, elles peuvent passer la journée au soleil et elles feront jamais de cancer de la peau, quoi. Et puis, mais en général, on va dire la courbe moyenne, c'est que on fait un peu de soleil, ça va, on fait beaucoup de soleil, surtout aux heures où ça cogne, et ben la peau elle aime pas. Et si on le fait pendant longtemps, la peau elle aime vraiment pas beaucoup, elle aime vraiment pas du tout, et on peut avoir des problèmes de cancer de la peau et ainsi de suite. Donc l'énergie ou l'énergétique, bien sûr qu'elle n'est pas neutre, et elle n'est tellement pas neutre qu'elle peut être négative.
Donc ça demande d'être vigilant ou d'être compétent dans le fait de faire appel à ces techniques-là. Est-ce que tu n'as pas le souhait peut-être de... Je regarde Stéphane Alix avec Enquête extraordinaire qui met justement sous un certain regard toutes ces questions que l'on peut se poser sur des phénomènes dits paranormaux, inexplicables, etc. Et d'une manière très pragmatique, journalistiquement parlant, ça va, il assure, les documentaires sont très bien faits. Et pas de conclusion forcément à la fin, mais de laisser le champ ouvert. Voilà. À travers toutes ces informations dont tu nous fais part, d'aller voir une chaîne de télévision et puis de mettre ça aussi en perspective hein, sur, à l'heure actuelle, les connaissances. Je vois les frères Bogdanov qui passent partout. Bon, je les apprécie, ils sont sympas et ils mettent en avant des choses intéressantes. Mais à l'heure actuelle, de mon point de vue, hein, force est de constater que il n'y a pas grand-chose qui est mis en avant pour vulgariser les différentes découvertes et ce que ça peut engendrer comme conséquence, d'où prise de conscience sur l'impact que l'on a à travers nos pensées, paroles, gestes, et voilà, de comment vivre en harmonie, surtout à l'heure actuelle. Des projets de ce genre-là, des contacts auprès de chaînes de télévision, et puisque tu as eu l'occasion, je vais un peu trop loin, mais en même temps je vois que tu abordes ton domaine au sein de certains milieux, comme par exemple le Parlement européen, et de tout ce que ça peut impliquer, de rencontrer des gens qui ont des responsabilités, aussi dans ce sens-là en tant que journaliste. Et quand tu leur poses des questions de comment ces personnes-là sont informées, qui les informe? C'est des pseudo-scientifiques spécialistes que l'on voit partout sur les plateaux de télévision, mais qui, à mon sens, sont plus là pour désinformer qu'autre chose. Donc, comment toi, tu te positionnes en ayant toutes ces connaissances, on va dire plutôt savoir, et que tu vas, on va le voir par la suite, que tu as dans une certaine mesure intégré, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de nous dire là, tu le vis dans ton quotidien. Pour toi, la manière dont tu tiens, la manière dont tu parles, la manière dont tu penses, de ce que je connais de toi, tu as ce sentiment, j'allais dire, qui n'est pas tant un sentiment, d'unicité, de ne pas te sentir coupé, séparé. Or, si on souffre de quelque chose à l'heure actuelle, sur cette terre, c'est bien ce sentiment de séparation qui se fait à l'échelle de l'humanité en grande partie, même s'il y a un éveil ou un réveil qui se fait, qui s'opère. Donc comment est-ce que tu... Alors, je sais que Orbs contribue à ça. Les livres que tu mets en avant contribuent à ça. Est-ce que tu as peut-être des fenêtres, des portes qui s'entrouvent dans le domaine de la télévisuelle ou politique? Dans quelle mesure est-ce que ça peut être entendu et dans quelle mesure ça peut se propager? Il y a un présupposé dans ce que tu évoques, c'est que ces sphères-là seraient plus importantes que d'autres, ou que ces outils-là seraient plus importants que d'autres. Peut-être, c'est juste une hypothèse, hein, peut-être que le fait que le plus de personnes possibles, de personnes normales qui ne sont pas impliquées dans des histoires politiques, soient informées ou averties de ça, c'est suffisant, ou en tout cas c'est juste, pour faire bouger les choses. Et c'est pas la peine de perdre de l'énergie à vouloir convaincre 300 personnes qui seraient aux manettes au niveau politique, au niveau représentant politique. Je dis bien peut-être, hein, voilà, c'est une possibilité. Peut-être que, grâce à Internet ou des choses comme ça, il n'y a pas la peine, il n'y a pas besoin de passer par la télé. Je dis bien peut-être. Par ailleurs, il se trouve que j'ai participé à pas mal de DVD en fait, ou en tout cas de documentaires pour l'instant. Il y a eu bien sûr. Les 3 principaux, on pourrait dire, sont, ou les 4. Il y en a eu un qui est passé sur Arte qui s'appelle Sous le feu des ondes en 2009, qui était sur les pollutions électromagnétiques et ce que la science savait, ou en tout cas sur ce que les chercheurs avaient trouvé sur le sujet. Ça permettait de photographier à un moment donné l'état de l'art de la connaissance scientifique sur l'impact des ondes sur le vivant. Ensuite, en 2012, on a fait Sous le feu des ondes avec, on a fait Les sacrifiés des ondes avec Jean-Yves Billien, qui, en abordant l'électrosensibilité, donc les personnes touchées dans leur chair qui deviennent allergiques aux pollutions électromagnétiques, ont refait un tour d'horizon
de ce que la science sait aujourd'hui quant à l'effet des ondes sur le vivant, donc risque de tumeur du cerveau lié à l'usage du téléphone mobile, risque de leucémie lié à la présence d'une ligne à haute tension, ou en tout cas d'être dans une certaine distance un peu trop proche du réseau électrique. Il y a des effets sur les gènes, attention au téléphone de CT, couper le Wi-Fi pendant la nuit, etc. Utiliser toujours l'oreillette, enfin voilà, donc on passe un peu tout ça en revue. Et puis il y a eu aussi 2 autres documentaires. J'ai participé au DVD Water, qui tourne un peu partout et qui tourne plutôt pas mal. Et j'étais très content et touché d'être invité à faire partie des personnes qui pouvaient faire passer des trucs et astuces, des connaissances au public, notamment le fait de boire de l'eau faiblement minéralisée ou trop minéralisée dans le corps, quoi. Il vaut mieux boire une eau de source faiblement minéralisée, c'est-à-dire grosso modo inférieure à 100 mg. Donc c'est plutôt de la rosée de la Reine, du Montroucou, il y en a encore une troisième, on peut dire éventuellement Volvic, mais parce que moins vous avez de pierres en poudre, de minéraux dans le corps, moins votre corps va être sensible aux champs électromagnétiques extérieurs. Donc voilà, donc des électrosensibles qui ont changé d'eau, qui ont arrêté de boire une eau minérale, qui sont passés à une eau de source faiblement minéralisée, et ben tout de suite au niveau de leur corps, ils étaient beaucoup moins sensibles aux champs électromagnétiques qui venaient agiter, secouer d'un point de vue électrochimique, ce qui se passe, les ions positifs, les ions négatifs qui sont présents à l'intérieur du corps, quoi. Donc ça, c'est les fameux cations et anions. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis il y a eu aussi le DVD sur le quinton et la hernie discale qu'on avait fait avec Jean-Yves Billien, qui est le premier DVD qu'on a fait ensemble. Par ailleurs, je donne des conférences. Effectivement, la revue Orbs, l'idée, c'est que plutôt que de faire un livre de plus tout seul, j'ai préféré mettre en place une structure, un cadre, qui permettait à tout le monde, ou en tout cas à ceux qui avaient des choses à dire et qui étaient importantes pour nous tous, de monter à bord. Voilà, et ça permet autant de parler d'archéologie que de génétique, que de cosmologie. Là, par exemple, dans le numéro qui est présent, le numéro 0, dans le commencement, on a un texte de Barjavel qui est présent à l'intérieur, qui est extrait du dernier livre de Barjavel, qui s'appelle Demain le paradis, qui est un bouquin qui n'est pas très connu, qui n'est pas une fiction ou un roman, c'est un essai prospectif. Et ce bouquin, Barjavel est décédé au milieu des années 80, en novembre, grosso modo, ou en octobre, et le livre Demain le paradis, c'est le dernier bouquin paru de lui, qui est paru à titre posthume en février, qui suivait son départ. Et quand on lit Demain le paradis, cet essai prospectif, on a l'impression que ça a été écrit il y a 15 jours. Et dans chaque numéro de la revue, il y aura comme ça un texte des années 80 qui continue à être pertinent aujourd'hui, sauf qu'on a oublié qu'il a existé ce texte. Donc, il y a effectivement, moi je crois plutôt à l'éveil des consciences individuelles, personnelles des personnes, par tous les moyens possibles, que ce soit le net, le livre. L'intérêt du bouquin, à mes yeux, on est aujourd'hui, on est trop devant les écrans. On est trop devant les écrans. Et donc, que ce soit le téléphone portable, l'ordinateur, et ainsi de suite. Et parce que être devant les écrans, ça s'accompagne d'un phénomène que des ophtalmos ont identifié, qui est d'avoir une réduction du champ visuel. Or, la réduction du champ visuel d'un point de vue cognitif ou du fonctionnement du corps, c'est un symptôme qui est associé à un état de stress. Donc, on se fabrique des œillères, enfin, en tout cas, parce qu'on est devant des écrans qui sont petits, ils font 4 cm sur 3, on est devant des petits trucs, on se fabrique un rétrécissement du champ visuel. Or, ce rétrécissement du champ visuel est, par ailleurs, identifié comme étant antinomique, contraire à la notion d'ouverture de conscience. Donc, il n'y a aucun souci par rapport au fait d'être devant l'ordinateur, il n'y a aucun souci par rapport au fait d'être devant Internet ou d'utiliser un mobile. Le problème, c'est que plus on le fait, en le faisant, ça se déroule au détriment du reste. C'est-à-dire que ça exclut le reste de nos champs d'expérience. Et donc, comment on fait pour s'informer si on a l'ordinateur qui ne démarre plus? Comment on fait pour lire quelque chose si on n'a pas d'électricité pour recharger son matos? Okay. Donc, moi je pense en tout cas que la relation écologique à notre environnement, et notamment à notre environnement technique, il passe aussi par là. C'est-à-dire qu'on valorise vachement la notion de biodiversité par rapport aux vivants, par rapport aux espèces. Dans le prochain
numéro de Orbs, pas celui qui est disponible aujourd'hui, mais celui qui va venir, on aborde la notion de la biodiversité des monnaies. C'est-à-dire les fameuses histoires des monnaies complémentaires, grâce à un entretien de Bernard Litter fait par Eric Tarian, qui est un journaliste. Donc, sur la biodiversité des monnaies, au sens où, entre un système monopolistique avec une seule monnaie et plein de petites monnaies, et ben, quand le truc se pète la gueule, si ça arrive, s'il y a un accident, s'il y a un problème, les petites monnaies, c'est plus sécure. Il y a moins de risques de problèmes s'il y a plein de petites monnaies, ou en tout cas des monnaies alternatives qui existent. Et donc on peut continuer comme ça. On a longtemps critiqué la pensée unique. Ça signifie quoi? Que la biodiversité de la pensée, ça a du sens aussi. L'exception culturelle française, ça illustre les notions de biodiversité culturelle. Bref, la notion de biodiversité en général, dans des champs confondus, semble pertinente. Et je pense que la biodiversité dans les activités du quotidien, c'est pareil si on fait 8 heures de sport par jour. Bon, 8 heures de sport, c'est peut-être un peu too much. 8 heures assis sur un tabouret dans la journée, c'est peut-être un peu too much. C'est la diversité des activités dans la journée, c'est la diversité des sources d'information, c'est la diversité des expériences sensorielles ou des expériences ergonomiques que vous allez faire avec votre corps. On a 5 sens, donc on a plein de choses magnifiques à ressentir, avec le toucher, avec les yeux, avec l'audition, avec la sensation, avec bien entendu d'autres, avec l'audition également. Et c'est pour ça qu'on a fait un livre. Pour éviter, parce qu'avec le livre, il y a le relief. Il y a quelque chose qui se passe en le tenant entre les mains et en sentant le papier entre les doigts. Il y a une information qui passe qui est d'un autre ordre que le fait de regarder des électrons qui viennent à la surface d'un écran. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mais... Je ne sais pas si il répond bien, parce qu'il n'y a pas de réponse bien attendue. En fait, la question visait à savoir s'il y avait des ouvertures de ce côté-là. Si dans ce cheminement d'éveil des consciences... en l'occurrence, pour te répondre par rapport à ça, j'ai fabriqué l'ouverture. C'est-à-dire j'ai monté une société, une maison d'édition, le Capital Humain Édition, pour éditer la revue Orbs l'autre planète, c'est-à-dire pour contribuer à diffuser certaines informations dans une logique de ce que moi j'appelle l'information socialement responsable, celle qui a qui a en tout cas des prétentions à être utiles ou à avoir du sens, ou en tout cas à relayer des informations qui enrichissent sans doute la compréhension du monde et qui nous aident ou nous invitent à être plus autonomes, plus responsables, plus conscients. Voilà. Des informations négatives, il y a plein de médias qui les relaient, ou des informations, on va dire, sur le sport ou sur la finance, il y a plein de médias qui les relaient. Donc c'est pas la peine de créer un nouveau média pour faire la même chose. Évitons, sortons d'une redondance, sortons de la redondance ou d'une information copier-coller, quoi. Là, il y a d'autres infos qui existent, on n'en entend pas parler. En plus, c'est des infos plutôt sympas, allons-y, quoi. Qui ont des conséquences majeures si on réalise à quel point elles sont importantes. Voilà, bien sûr. Si je parle de la télévision, c'est parce que la télévision, l'être humain est plus sensible à l'aspect visuel, et c'est ce qui le marque le plus apparemment. Quoique, on parle de la nuisance elle est plus sonore en fait. La plus grande pollution, c'est juste pour bon à savoir sur l'histoire de télévision. La télévision, notamment si on la regarde, ça peut sembler étonnant comme remarque, mais c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui allument la télévision pour avoir quelque chose qui fait du bruit autour et on vaque à d'autres occupations, on ne la regarde pas. Si on la regarde, ça induit un état de transe légère. On est dans une demi-hypnose. C'est une transe légère qui fait que... C'est pour ça qu'il y a cette fameux truc que je me cale devant la télé, je suis avec ma bière ou avec autre chose, et je me vide la tête et c'est cool. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la télé, le dispositif médiatique de la télévision induit un effet de transe légère au niveau de l'activité cérébrale, et cette transe légère c'est ça qui explique cet état particulier qu'on ressent, où on est posé devant la télé, on a l'impression de suivre, et on est un peu comme ça mesmérisé par un effet lumière dansante, des images qui bougent à l'écran et qui clignotent. J'aime beaucoup l'effet mesmer, oui. Ouais. Et puis on s'en souvient un peu, mais en fait on s'en rappelle plus. Il y a ça c'est-à-dire que c'est pas le média qui, d'un point de vue vraiment neurophysiologique, c'est pas le média ou l'outil qui est le plus adapté pour l'apprentissage. C'est adapté pour le spectacle, c'est adapté pour le côté je me rince la tête, mais à part ça, une fois qu'on a éteint, on se rappelle vaguement de ce qu'on a vu, mais pas plus que ça, quoi.
C'est-à-dire on va se rappeler des trucs, on peut éventuellement se rappeler des trucs loisirs, mais pas vraiment. Mais c'est uniquement parce que c'est un état de conscience très particulier qui a été mis en évidence dès les années 80 en termes de neurophysio, en termes de transe légère. C'est de la transe hypnotique légère induite. Alors, quelle serait la différence entre regarder un documentaire, voir par exemple un homme s'exprimer dans le cadre d'un amphithéâtre, et puis nous, derrière notre écran, à la rigueur, je dirais, comme étant étudiant ou participant à cette conférence de ce spécialiste dans qu'importe le domaine. Est-ce que là aussi, je suis hypnotisé du fait d'avoir le filtre de l'écran de télévision, ou alors ce que tu nous dis implique que lorsque je suis dans l'amphithéâtre présentement avec l'intervenant, eh bien je suis aussi dans cette transe légère. Qu'est-ce que ça implique ? Voilà, alors ce qu'il y a, c'est sûr, c'est que la passivité, et notamment la posture que vous allez avoir en étant assis, a une incidence sur ce qui se passe dans le corps. Bon là, on peut éventuellement passer quelques minutes là-dessus, mais la posture qu'on va avoir en s'asseyant induit des pressions dans le corps. Ces pressions dans le corps se traduisent par une activité électrique particulière. Et donc ce qui fait que la posture que vous allez adopter, si vous êtes replié sur vous-même, ou si vous tenez le dos droit, bien sûr c'est une conséquence chimique gazeuse par rapport à la façon dont vous respirez et donc dont vous oxygénez vos tissus, mais il y a aussi une conséquence électrique par rapport à la façon dont la bioélectricité traverse la moelle épinière et la colonne vertébrale. Okay, donc il y a des conséquences de cet ordre-là. Donc l'art martial au quotidien, on peut tout à fait le pratiquer, c'est pas un problème. On est vraiment parti super loin là, à 3h moins le quart du matin. Donc je reviens à mon histoire de posture. Donc ce qui fait que écouter quelqu'un en conférence via un écran de télévision pendant 3 heures, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vont faire ça. Mais en live, en vrai, dans un amphi, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont faire ça. Et pourquoi ? Parce que c'est lié au dispositif. C'est-à-dire que certes, là, on n'a pas la médiation de l'électronique ou de l'écran, mais on est dans un dispositif passif, c'est le fameux cours magistral, où on est assis sur le truc et à des moments on décroche. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des fonctionnements au niveau du cerveau, des cycles qui font qu'on a des cycles d'attention de 20 minutes. C'est pour ça que le format TED dans les vidéos sur Internet fonctionne si bien. Parce que le format TED qu'on a tous pu regarder par Internet, c'est des vidéos qui durent 15 minutes. Entre 12 et 16 minutes maximum. On va dire c'est 12-13 minutes. Parce que c'est le format optimum pour l'assimilation. Gloup, on avale la pilule d'information, on avale le petit module d'information, la brique. C'est le module optimal en termes d'attention et de mémorisation. Est-ce que c'est pour cette raison que, à travers la télévision américaine, mais bon, je crois que c'est aussi pareil en Inde, tu as des pubs toutes les 15-20 minutes ? Éventuellement, oui, bien sûr. Ce qu'il y a de certain, c'est que le corps humain, c'est un système qui s'adapte aux variations. Donc, fabriquer des variations, c'est un moyen de stimuler le corps et de façon à le garder alerte. Après, le problème, c'est que comme nous sommes des systèmes qui sont structurés par l'expérience, si notre expérience, c'est un zapping en permanent, notre système nerveux va, au niveau des connexions neuronales, va se structurer sur une logique de zapping et donc va avoir du mal à rester immobile ou va avoir du mal à pouvoir soutenir l'attention pendant un long moment. Et c'est là où c'est donc très intéressant ou voire stratégique de se fabriquer des composés d'expérience, des cocktails d'expérience, d'enrichir ces référentiels d'expérience qui conjuguent éventuellement des activités court terme mais aussi des activités long terme. Parce que si on n'entretient pas les réseaux neuronaux qui permettent de lire un bouquin pendant 2 heures, eh ben, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous n'êtes plus capable de lire un bouquin pendant 2 heures. Parce que les systèmes de renforcement du vivant, ou en tout cas, comme c'est l'expérience qui structure la matière, et donc c'est ce qu'on va faire qui entretient les connexions neuronales qu'on va développer, si on ne pratique pas, on perd. Au moins, c'est le mérite d'éclair. Autre élément, puisque je sais que tu t'es intéressé au programme de l'Institut Monroe, justement sur les 2 hémisphères cérébraux et la manière dont ces derniers peuvent peut-être nous amener à des états de conscience élargis, modifiés. Chacun dit ce qu'il en veut pour ce qui est des termes. En tout cas, de ce que ça implique. Et puisqu'on parle d'hypnose, donc d'avoir peut-être une certaine transe légère, voire peut-être profonde. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos cerveaux et dans quelle mesure est-ce que ce qu'a mis en avant Monroe à travers ces différents protocoles
peut nous aider à développer justement certaines facultés, non pas pour développer des facultés pour avoir des pouvoirs, c'est pas le terme, mais pour développer finalement la conscience que l'on a de nous-mêmes. Tout à fait, Laurent. Non, pour te répondre, soyons sérieux quelques instants quand même. À l'heure qu'il est, n'oublie pas que chaque instant est dramatique dans ce que j'explique, hein, quand même. Tu peux remettre le micro pour que les auditeurs bénéficient de ton fou rire si tu veux. Un petit peu, oui. Donc, pour reprendre, là on parle du Monroe, c'est-à-dire de cette technique de son légèrement décalé qu'on va écouter de part et d'autre, qu'on va écouter d'un côté et de l'autre de la tête, et qui va faire qu'au niveau du cerveau, on va, pour harmoniser, pour se mettre au diapason de ces deux sons légèrement décalés en termes de fréquence sonore, le cerveau va fabriquer une activité cérébrale qui va faire le lien entre les deux sons. Et donc ça fabrique de l'unisson. Et donc ça fabrique une synchronisation de l'activité cérébrale. Dans la continuité vraiment de ce que je disais il y a quelques minutes, puisque chacune de nos expériences contribue à façonner notre cerveau, contribue à fabriquer des connexions neuronales. Donc ce qui se passe, c'est que ce qui est super intéressant avec le Monroe, c'est qu'en fait, ça fabrique des connexions neuronales qui vont permettre, le moment venu, de s'affranchir du Monroe. Parce qu'on va être capable d'atteindre ces états-là sans l'inducteur, sans le système sonore qui suscite l'état ou qui invite à rentrer dans cet état-là. Parce que nous allons, en faisant l'expérience, on fabrique un réseau de neurones qui est associé à cette expérience. Quand on répète l'expérience, on renforce le réseau neuronal qui est en place ou le circuit de neurones qui est impliqué. Et donc, à un moment donné, plus on pratique, plus ça s'inscrit dans notre configuration cérébrale, dans l'anatomie de notre cerveau. C'est inscrit dans la matière. Ce qui était au départ une expérience énergétique, c'est-à-dire 3 décharges électriques au niveau de nos neurones et qui se retrouvent dans nos activités cérébrales, ça s'ancre progressivement dans notre structure cérébrale via l'anatomie du cerveau, via les configurations, les circonvulations cérébrales par rapport à la façon dont les connexions se tissent, se retissent, se surtissent et se tissent encore. Okay, il y a ce qu'on appelle du renforcement. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça fabrique une expérience qui contribue donc à nous muscler le cerveau ou qui contribue à nous restructurer le cerveau. Mais cette restructuration, et ça c'est entre guillemets propre au Monroe ou à des techniques qui ont en tout cas cette éthique-là, puisque le Monroe a cette éthique-là, pour en avoir fait un petit peu, je peux en témoigner en tout cas, ça pousse ou ça nous invite à l'autonomie. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique qui fabrique de la dépendance, c'est une technique qui suscite de l'autonomie. Et parce que plus on va en faire, plus on rentre facilement dans ces états-là. Et donc automatiquement, on peut s'affranchir du système son et donc du CD au Monroe, et voilà, puisque à un moment, hop, on sait y aller tout seul. Quoi. Alors, voilà. Qu'est-ce que cet état-là, si on peut parler d'état, de cette réharmonisation de ces deux hémisphères cérébraux, qu'est-ce que... J'ai jamais fait écouter du Monroe à une plante, mais il faudrait que j'essaye. Ah, c'est pas con. Non, oui, bien sûr. Qu'est-ce que cela est censé procurer ? Procurer, c'est pas le terme. En fait, si tu veux, c'est juste que la technique Monroe, il y a une échelle des états de conscience qui a été donc étalonnée par la technique Monroe, qui est une technique qui date de la fin des années 50 aux États-Unis et qui est devenue publique avec le milieu des années 70 à peu près, quand ça a été présenté pour la première fois au public, voilà, que c'est sorti un peu des labos ou en tout cas du petit groupe qui mettait ça en place. Donc ils ont étalonné des niveaux de conscience différents et on va dire niveau 10, niveau 12, niveau 15, niveau 17, et c'est juste en fait des strates, des seuils. C'est comme l'avion quoi, qui est à 30 000 pieds, 15 000 pieds, 10 000 pieds. Quoi, voilà. Et quand on est en état de conscience normal, quotidien, on est niveau 1. Quoi. Et puis quand on est en train de dormir, on va être niveau 10 par exemple, quoi, ou niveau 12. Bref. Et puis après, on va continuer à monter comme ça. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que cet outil d'étalonnage permet... donc ce qu'ils ont identifié, c'est que pour chaque état de conscience modifié, il y a un cocktail d'ondes cérébrales particulier. Et donc du coup, la musique permet de prendre la main du cerveau, si je puis dire, et de favoriser l'accès ou l'entrée dans cet état de conscience modifié là. Et du coup, le cerveau apprend, ah oui tiens,
ah oui, tiens, je peux, ah oui, d'accord, etc., etc. Il apprend à rentrer dans ce type d'état de conscience modifié. Et après, il n'y a pas vraiment de finalité, ou alors en tout cas, il y a la finalité que vous pouvez y mettre, c'est-à-dire que tu as des personnes qui vont le faire, ou qui vont faire du mono, ou qui rentrent dans des états modifiés de conscience, dans des logiques de guérison, de soins et de cicatrisation, de résolution du karma, on pourrait dire. Pour d'autres, au contraire, c'est l'exploration, c'est aller voir ce qui se passe, se balader, enfin se balader, c'est au sens découvrir un nouvel espace, c'est dans ce sens-là. Pour d'autres, ça va être trouver des réponses à des questions. Pour d'autres, ça va être au contraire imaginer des choses, ce qui est une autre forme de question, non pas fermée, mais ouverte. Bref, chacun sa motivation, ou en tout cas son questionnement dans ce voyage-là. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans des personnes qui vont faire des chants chamaniques et ainsi de suite. Hein. Dans tout ce qui est démarche d'état de conscience modifié, que ce soit par de la musique, de la prise de substance, de la respiration, du corporel, quand on bouge ou qu'on danse d'une certaine manière, ou là, effectivement, avec ces trucs un peu de musique, activité cérébrale, onde cérébrale, machin, tout ça qui est propre au mono. Et donc, on est avec une échelle qui étalonne les différents états de conscience, et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, cette expérience individuelle, subjective, fondamentale, qui est liée à votre état de conscience modifié, il se trouve que ça correspond à un barreau de l'échelle. Vous êtes au niveau 12, au niveau 15, au niveau 14, ou au niveau 7, peu importe. Et donc, du coup, vous allez pouvoir discuter avec les personnes qui ont aussi connu le 15, ou le 14, ou le 15, ou le 17. Okay, donc, son expérience est la sienne, et de l'autre est fondamentalement personnelle et non communicable en tant qu'expérience. En revanche, il se trouve que le vécu qu'est le sien a été avec un état de conscience qui, par rapport à cette échelle, est analogue à ce que vous avez connu. Et donc, du coup, vous êtes en mesure d'échanger via cet intermédiaire que représente l'échelle des états de conscience. Après, il se trouve que, comme ça fait depuis les années 70, donc ça fait 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans qu'il y a du Monroe qui est pratiqué, il y a des milliers de personnes qui ont pratiqué le Monroe. Et comme il y a des milliers de personnes qui ont pratiqué le Monroe, eh ben, il y a des points communs dans ce qui est ramené en termes d'expérience. Et c'est là où le voyage individuel que permet le Monroe vient nourrir la compréhension collective, la description collective qu'on peut avoir de certains états de conscience modifiés. Donc il y a vraiment un truc très structuré méthodologiquement parlant, très très sain de mon point de vue, qui en plus s'accompagne dans la façon dont fonctionne le vivant et dont le corps en tant que système apprenant, qui fabrique de l'autonomie et non pas de la dépendance. Et en l'occurrence, comme ça démystifie un peu pas mal de choses, et donc comme ça démystifie, on est cool. On est tranquille, on est cool, on n'est pas en train de se raconter des fantasmes. Voilà. Et ça, à mon avis, les vertus fondamentales du Monroe. Est-ce que tu estimes que le Monroe contribue à ce sentiment d'unicité ? Oui, comme toute expérience de conscience, d'état modifié de conscience. Les personnes qui reviennent de NDE, elles ont aussi ce sentiment d'unicité ou ce sentiment d'amour envers leur prochain, enfin, d'amour en tant qu'énergie reliante, en tant que énergie fondamentale partageable entre chacun. C'est dans ce sens-là. État, ou en tout cas énergie, faisant lien. Voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion de noter, et j'imagine que ça s'est fait par palier, pour toi en tout cas, de cet éveil de conscience à l'importance de qui tu es, j'entends par là, en tant qu'individu, d'être humain, ayant une conscience d'elle-même, avec le pouvoir que tu as en tant qu'être humain, que tout à chacun a, avec... oui, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'imaginer, le pouvoir de dire, le pouvoir d'aider. Exactement, d'être créateur, c'est vraiment ça. Dans quelle mesure est-ce que peut-être différentes étapes dans ta vie, expériences, ont contribué à te faire passer certains seuils ? Est-ce que c'est uniquement, j'allais dire, à travers tes recherches ? Est-ce que tes recherches sont uniquement livresques ? Non. Est-ce qu'elles sont faites de rencontres ? Bien évidemment. Dans le moment où tu vas vouloir faire un article sur tel ou tel sujet, que tu vas rencontrer un spécialiste, que tu vas faire ce que je suis en train de faire, de poser des questions, d'essayer de comprendre, de saisir, dans quelle mesure est-ce que tu vas intégrer l'élément qui t'est donné, et puis le faire tien, le digérer, l'intégrer. Et donc c'est pour ça que je te parle de paliers. Est-ce que tu peux peut-être nous faire part, si tu le souhaites, de certains éléments, rencontres, événements qui pour toi ont été déterminants dans
dans l'intégration ou la prise de conscience ou le choc, si choc il y a eu, de passer une phase, un cycle, un palier. C'est difficile de répondre à cette question parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, dans ma trajectoire, il n'y a pas forcément de palier nettement dessiné, nettement identifié en tant que tel. Tu veux dire donc que par rapport au cycle dont on parlait tout à l'heure, tu n'as Ouais. pas eu le sentiment d'avoir fini un cycle à un moment donné, d'en avoir ouvert un autre Non, pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil d'avoir des interprétations rétrospectives. C'est-à-dire de se dire, tiens, quand on regarde les 10 dernières années, ah bah tiens, en fait, la thématique des 10 dernières années, c'était ça. Ou alors, tiens, si je regarde mes 20 dernières années, pendant 10 ans, c'était ça qui se passait, et puis les 10 ans d'après, ça a été autre chose. Après, sinon, des paliers ou des changements, la naissance d'un enfant, c'est un palier, c'est-à-dire qu'à la fois, on est le même, mais il y a un avant et un après fondamentalement différents. Voir un film comme Matrix ou Fight Club, c'est aussi un palier, ou c'est aussi en tout cas une expérience importante dans le fait que, poum, on prend conscience de quelque chose. Des expériences de conscience modifiées, qu'elles soient spontanées ou cultivées ou répétées, peuvent être considérées comme des paliers, mais pas en tant que telles individuellement, plutôt en tant que telles collectivement parlant. Si par exemple c'est pendant un stage qui dure une semaine où il y a 6 séances de Monroe par jour, par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça, quoi. Mais ça peut être aussi un livre, hein. Oui, tout peut être oui, un moment, voilà, hein. exactement. C'est-à-dire que donc, c'est sûr que ma première enquête, l'énergie secrète, c'est un palier, mais en même temps, c'est pas le livre en lui-même qui est un palier. Ça a été les 5 ans d'enquête ou de rencontres ou de vadrouille dans les années qui ont précédé l'énergie secrète, dans les mois qui ont précédé l'énergie secrète. Et donc, on est sur. C'est pour ça qu'il y a plus une espèce de système en apprentissage permanent, avec à des moments comme une paupière ou une fenêtre qui s'ouvre en disant tiens au fait, ah oui tiens, comme là on est en train de discuter ensemble et d'un coup je me dis tiens au fait, j'ai jamais essayé de voir, de faire écouter du Monroe à des plantes. Il y a des études qui sont sur le son et les plantes, il y a des études qui sont sur les plantes et la musique classique. Mais du Monroe à des plantes, c'est-à-dire, vu qu'elles n'ont pas forcément de cerveau, vu qu'elles n'ont pas forcément d'oreilles, qu'est-ce qui peut se passer? Et en même temps, est-ce que éthiquement parlant, il est juste de faire ce type d'expérience avec une plante, ou est-ce qu'il faut que je saisisse un comité d'éthique pour leur faire vivre ce type d'expérience? Enfin, bref, on peut rentrer comme ça sur des questionnements qui peuvent être poussés, si on le souhaite. Mais en tout cas, il y a les moments où on a des idées qui viennent. Moi, il se trouve, en tout cas, ça c'est sûr, en termes de fonctionnement cognitif, j'ai plutôt un raisonnement inductif. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le déductif existe, mais j'ai d'abord un raisonnement inductif, c'est-à-dire que je collecte des informations, et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient en termes d'idées, en termes de liens, en termes de synthèse, de choses qui fait lien et qui rassemble ces données-là ensemble dans une perspective. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe dans mon cas. Le fait de faire du Qigong, par exemple, et les sensations qu'on peut avoir au bout des doigts, au bout des mains ou autour du corps quand on fait un Qigong, la première fois notamment, c'est intéressant. Ou en tout cas, ça peut être intéressant si on vient d'une trajectoire où on n'a pas l'habitude d'écouter son corps, par exemple, ou d'écouter les perceptions de son corps. Mais pour d'autres personnes qui ont fait du chant, ça va être le chant qui est un élément révélateur. Donc, c'est pour ça que je te demandais pour toi. Ouais, mais ouais. En tout cas, bon, voilà, tu n'as pas apparemment de paliers ou d'informations que tu as pu découvrir qui pour toi ont été révélatrices. Bah, tu sais, c'est genre waouh. Il y a Intelligence dans la nature, le bouquin de Jérémy Darby, qui était bien, qui a sa place. Il y a eu Dialogue avec l'ange, qui a sa place, qui est intéressant. Et là, c'est juste par rapport à des références livresques. Après, il y a les références de vie. Peut-être quand on va en boîte à l'âge de 19 ans et qu'on a des transes spontanées en dansant avec les trucs qui clignotent. Ça peut être aussi, c'est une expérience de vie. Donc, il n'y a pas de... C'est pour ça que tout ça est relativement intégratif en fait dans mon vécu. Voilà. Il n'y a pas de rupture violente avec un avant ou un après. Ou en tout cas, l'avant et l'après, quelque part, il est à chaque instant, quoi.
Facile. Oui, facile. Bah non, ok, il n'y a pas de souci. Je te laisse répondre. Tu vois, j'attends pas de réponse bien spécifique. Tu réponds comme tu le sens. Écoute, Maxence. Oui, c'est un truc, ça a l'air rien du tout, quoi. Mais c'est vrai que par exemple, c'est quelque chose que je cite souvent dans les conférences. L'aide-mémoire de l'OMS de 93, qui liste en matière de champs électromagnétiques. C'est un aide-mémoire sur l'électromagnétisme. Et qui donc, il date de 93, et sur les champs magnétiques, les champs électriques, l'électromagnétisme. Et donc, dans cette aide-mémoire, il y a une partie sur les champs artificiels et une partie sur les champs naturels. Dans la partie sur les champs naturels, il y a la partie qui est liée au soleil ou à l'espace, et la partie qui est liée au vivant. Et donc, dans cette aide-mémoire de 93, il y a marqué noir sur blanc que le corps humain émet des rayonnements électromagnétiques allant à des fréquences jusqu'à 300 GHz. Voilà, c'est marqué noir sur blanc dans un compte-rendu de l'OMS de 93. Donc quand les gens disent l'intangible ou l'immatériel ou les champs électromagnétiques autour du corps humain, c'est des conneries, ça n'existe pas, il y a une partie de moi qui a un peu envie de leur dire « Je suis désolé, vous me semblez mal informé. » Pour être poli. Voilà. Diplomate, disons. Oui. Bah oui. Non, mais des fois, il y aurait envie de rentrer dedans. Soyons fous. Oui, mais à quoi ça sert? Bah, être fou. S'il n'y a pas de règle. Je te laisse responsable de tes ondes cérébrales. Électroculture et énergie libre, Maxence Laillé et Roland Verlaine pour ce livre Les bienfaits de l'électricité et du magnétisme naturel pour des cultures écologiques. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Laillé, j'appelle le nom de famille, Layet. Et puis on rappelle la revue Orb, c'est le numéro 0. Donc Orb que j'appelle, ORB, et puis il y a le S, qu'on prononce ou qu'on prononce pas, ça dépend. L'autre planète que vous pouvez vous procurer sur orps.fr, www.orps.fr, donc avec les différentes thématiques que nous avons abordées ce soir. Parmi de nombreux sujets, hein, il y en a à foison, très belle revue que je vous recommande. Belle illustration, beau papier, enfin voilà, c'est la revue que l'on met dans sa bibliothèque, effectivement. Maxence. Essayez de fournir de l'information pérenne. C'est bien dit. C'est sûr que s'il y a une grosse éruption solaire et qu'il y a tous nos satellites qui clashent, bon, c'est un peu savage, tu parlais de Barjavel, hop, retour à l'âge de pierre, les gens enfermés chez eux, eh bien, qu'est-ce qui nous restera comme savoir à part les livres? Livres qui, à l'heure actuelle, aux États-Unis, je le précise ou je le rappelle, sont à l'heure actuelle mis de côté puisqu'il est prévu que les livres disparaissent de la circulation aux États-Unis. Il n'y aura plus que des livres numériques. Ah bon? Ouais. Je n'avais pas vu passer cette information. Ouais. Donc c'est ce que je sentais en étant éditeur, c'est qu'être éditeur aujourd'hui par rapport au marché, au milieu, c'est un peu un acte de résistance. Et donc ce que tu expliques, ce que tu indiques, en tout cas, invite enfin, ça me semble être l'illustration politique la plus aboutie. Voilà. Merci à toi. Je t'en prie, merci Laurent de ton invitation et merci à vous tous. C'est un plaisir partagé. Je vous laisse, auditeurs, auditrices, avec... alors, c'est un truc un peu fou, mais bon, qu'est-ce qui n'est pas fou? Je ne sais pas si vous connaissez Terry Riley, qui a été, entre autres, l'initiateur à certaines musiques que vous connaissez peut-être plus à travers Phil Glass. Phil Glass donc, a appris, si je puis dire, à travers l'école de Terry Riley. Il y a eu un morceau à travers l'album INSEE qui dure 41 minutes 58 secondes exactement. C'est une musique qui justement peut amener certaines transes dont on parlait il y a quelques instants avec Maxence. Donc je vous invite, parce qu'il n'y a aucune radio qui vous passerait ça, mais vraiment aucune. Il n'y a vraiment que nous, on est suffisamment timbrés, barrés pour vous la proposer. Surtout à cette heure-ci. Voilà. Donc je crois que vous allez faire 10 minutes grand maximum à l'écouter. Au pire, vous êtes dans votre taxi. Non, attention sur la route. En tout cas, oui, si pour l'avoir écouté tout à l'heure dans mon première, on peut dire que aller au-delà des 10 minutes, il se passe des choses dans la musique. Voilà. Donc Terry Riley, donc ça dure 42 minutes pour faire simple. C'est une expérience. C'est une expérience à vivre. On vous y invite. Et puis... je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de nuit à notre écoute et vous retrouve vendredi prochain à 23h pour un nouveau magazine Énergie Positive. Maxence, encore merci à toi et à bientôt. Merci à vous, bonsoir. Au revoir.